fait aucun doute que l'un des événements les plus importants de l'histoire a été la Révolution russe, car elle a marqué le début d'un projet qui avait été conçu des décennies auparavant, le projet communiste. Les premiers à essayer, les bolcheviks après la chute des Romanov, ont donné naissance à la superpuissance la plus récemment disparue de toutes, l'Union soviétique. Êtes-vous intéressé à connaître l'histoire, la transcendance et les conséquences de cet État colossal et de son idéologie controversée? Allez, alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, nous avons la collaboration de mon ami Raphaël de la chaîne Le Coffre des Connaissances Inutiles. Abonnez-vous à sa chaîne pour voir du contenu incroyable sur l'histoire, la politique et les réalités alternatives. Le lien est dans la description. L'Empire russe. Nous remontons à l'année 1917. L'Empire russe, sous le commandement de Nicolas II de la maison des Romanov, subissait à ce moment-là une défaite cinglante sur le front de l'Est pendant la Première Guerre mondiale. Il est important de souligner que Nicolas dirigeait l'État le plus vaste de l'époque, qui s'étendait de l'Europe de l'Est à la Sibérie, atteignant l'océan Pacifique. Malgré son territoire colossal, la Russie avait été reléguée par rapport aux puissances européennes. Non seulement sa population souffrait de la faim et était entraînée dans une guerre sanglante, mais elle ne disposait pas non plus de la puissance militaire suffisante pour faire face aux puissances centrales. Comme vous pouvez l'imaginer, un peuple affamé et contraint de donner sa vie dans une guerre compliquée est un peuple en colère. Et cela va de pair avec l'ascension d'une idéologie controversée qui devenait à la mode sur le continent. Le socialisme, et comme toute idéologie, serait adopté par certains partis politiques. Dans le cas de la Russie, le Parti ouvrier social-démocrate, plus tard connu sous le nom de Parti bolchevique, dont le leader était le mémorable Vladimir Lénine. Il est important de souligner que ces sentiments révolutionnaires grandissaient malgré le fait que le régime de Nicolas II avait cédé en établissant la première constitution russe et une assemblée connue sous le nom de Duma impériale après la révolution de 1905. Oui, rien de tout cela n'était suffisant. Revenant à 1917 et avec tout ce qui précède, la révolution de février éclate à Petrograd, l'actuel Saint-Pétersbourg, où Nicolas est renversé et le pouvoir est divisé. D'une part, un gouvernement provisoire qui voulait instaurer une démocratie libérale et qui était composé de politiciens libéraux et de socialistes modérés qui voulaient retourner à la guerre avec leurs anciens alliés. D'autre part, les soviets, qui étaient des conseils représentant la classe ouvrière d'idéologie socialiste radicale, dispersée dans tout le pays. Le plus important d'entre eux, le soviet de Petrograd, dont le leader le plus mémorable était Léon Trotsky. Ces soviets ont été pour la plupart dirigés par des membres du parti bolchevique. Oui, une idéologie qui se vantait de veiller aux intérêts de la grande majorité des travailleurs gagnait de plus en plus de pouvoir. Face à l'éloignement entre les nouveaux centres de pouvoir, la révolution éclate à nouveau dans la dernière année, comme un affrontement entre les deux factions. Le soviet de Petrograd, soutenu par les bolcheviks, a réussi à renverser le gouvernement provisoire. Les dissidents de la révolution bolchevique se regroupent dans l'armée blanche, s'opposant à l'armée rouge. La guerre civile russe avait commencé. Il est important de souligner que l'Empire russe s'est divisé en 36 États selon les différentes ethnies de l'Empire en tant que tel. Ces États ont été les précurseurs des républiques socialistes qui ont donné naissance au pays actuel, ainsi que des 22 autres républiques qui restent encore des sujets généraux de l'actuelle fédération russe. Enfin, cette guerre sanglante, qui s'est étendue à tous les territoires de l'ancien empire russe, a fait entre 3 et 5 millions de morts. Les deux camps avaient des alliés temporaires, l'armée rouge, les soviets de chacune des républiques après l'empire russe dissous, et qui formaient certaines républiques soviétiques, tandis que les Blancs avaient le soutien de l'intervention alliée et des gouvernements séparatistes. En parlant de séparatisme, certains pays ont tenté de mener leur propre guerre d'indépendance, dont la Pologne, qui a réussi à renverser la République soviétique de Russie et à déclarer la Deuxième République polonaise. D'autres pays qui ont obtenu leur indépendance sont la Finlande, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. Les bolcheviks, pour leur part, remportent la victoire en Russie, en Ukraine, en Biélorussie, dans le Caucase et en Asie centrale. En 1924 des républiques soviétiques, la Russie,
la Transcaucasie, l'Ukraine et la Biélorussie, signent le traité de la création de l'URSS, constitué par le Congrès suprême des Soviets. L'Union soviétique était née. La guerre se prolongerait jusqu'en 1923, avec la défaite finale de l'armée blanche. L'Union soviétique se consolide et annexe tous les territoires qui n'ont pas obtenu leur indépendance, c'est-à-dire tout, sauf les pays les plus occidentaux. Lénine, figure principale de la révolution, mourrait en 1924 après avoir tenté de restructurer l'industrie et l'économie. Son héritage se perpétuerait à travers diverses écoles de pensée et avec le début du projet communiste en URSS. Depuis 1922, un autre homme clé était monté sur scène, le géorgien Joseph Vissarionovitch Djougachvili, plus connu sous le nom de Staline. Ce personnage mémorable avait gravi les échelons politiques jusqu'à obtenir le poste de secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, successeur du parti bolchevique. Et c'est que Staline jouissait d'une telle habileté politique qu'il a peu à peu fait en sorte que son propre poste acquiert de plus en plus de pouvoir depuis la mort de Lénine, ce qui comprenait la répression de ses opposants au sein du Parti communiste, comme ce fut le cas de Trotsky, qu'il a envoyé en exil jusqu'à son assassinat au Mexique en 1940. Et c'est que la répression à l'intérieur de l'URSS ne s'est pas limitée aux rivaux politiques, mais aussi à tous les citoyens opposés au régime socialiste par la création des célèbres goulags, qui se sont étendus dans tout le pays. Ces camps de travaux forcés sont rappelés pour les horreurs vécues par les prisonniers, qui ont subi de graves violations des droits de l'homme. Le nombre de morts entre 1930 et 1956 est estimé à plus de 1,5 million. En ce qui concerne les réformes économiques, elles étaient basées sur des plans quinquennaux basés sur la théorie des forces productives et qui ont aidé au développement de l'industrie, ce qui a permis l'industrialisation du pays, le transformant en une puissance militaire. Ces plans étaient basés sur des idées socialistes telles qu'une forte intervention de l'État dans l'économie et la limitation de la propriété privée en faveur de l'État possédant les moyens de production. En ce qui concerne la politique internationale, un sentiment anticapitaliste s'est formé, bien que l'idéologie rivale principale ait été le nazisme ascendant, ce qui se reflète dans le soutien soviétique au camp républicain pendant la guerre civile espagnole. Malgré cela, l'Union soviétique signe un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie, le Ribbentrop-Molotov. Oui, nous arrivons à la veille de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où les camps étaient déjà armés et les tensions sur le vieux continent atteignaient leur apogée, les intérêts soviétiques, l'expansion sur leur territoire perdu, l'accord avec l'Allemagne pour se partager la Pologne, tandis que l'Estonie, la Lettonie et la Finlande tomberaient sous l'influence soviétique. Et c'est ainsi, avec l'invasion de la Pologne sur les deux fronts, la Seconde Guerre mondiale commence. Après cette occupation réussie, l'URSS a tenté d'occuper la Finlande après l'incident de Mainila, marquant le début de la guerre d'hiver. Bien que cette guerre ait permis à l'URSS de s'emparer d'une certaine partie du territoire finlandais, sa réputation a été ternie, car un pays aussi petit que la Finlande a pu repousser ses attaques et lui faire la guerre. Cela donnerait confiance à Hitler qui avait remporté des victoires constantes sur le front occidental pour rompre le pacte Ribbentrop-Molotov et envahir l'Union soviétique de Staline, son rival communiste avec l'opération Barbarossa, lancée en juin 1941. Le front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale avait été activé. Ce front est remarquable pour être l'un des épisodes les plus meurtriers de la guerre, avec 8,5 millions de morts du côté soviétique et près de 3 millions du côté allemand. La bataille de Stalingrad est également remarquable, considérée comme la bataille la plus sanglante de l'histoire de l'humanité, avec plus de 2 millions de morts et marquant le point de non-retour de l'Allemagne nazie, qui a commencé ici son recul après avoir occupé une grande partie du territoire soviétique. Mais le coup final de l'Allemagne nazie serait porté avec la bataille de Berlin, où les soviétiques envahissent la capitale allemande en mai 1945, scellant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la récupération des pays baltes, le suicide d'Hitler, la chute du Troisième Reich et la division du territoire allemand en sphères d'influence occidentale et soviétique. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, et conformément à ce qui a été établi par Staline avec les dirigeants des pays alliés lors de la conférence de Yalta, l'Europe serait divisée par le célèbre rideau de fer,
à l'intérieur duquel les pays de l'Est tombent sous influence soviétique. Cela marque le début de la guerre froide, avec l'ascension de deux superpuissances aux idéologies opposées, les États-Unis capitalistes et l'Union soviétique socialiste. Les premières années de la guerre froide ont été caractérisées par l'aide soviétique aux pays du bloc de l'Est pour la reconstruction, tout en les transformant en États satellites. Ce fait a été concrétisé par la fondation du Pacte de Varsovie, alliance militaire qui serait le pendant de l'OTAN, dirigée par les États-Unis. En ce qui concerne l'économie, l'URSS a fondé le Conseil d'assistance économique mutuelle, dans lequel elle a intégré divers pays qui adoptaient l'idéologie communiste. Ce bloc aiderait à l'ascension d'un grand allié, le Parti communiste chinois de Mao Zedong, avec le géant asiatique. Staline mourrait en 1953, ce qui marque le début du mandat de Nikita Khrouchtchev, l'un des dirigeants les plus mémorables de la guerre froide. Le nouveau dirigeant devrait faire face à la rupture diplomatique avec la Chine communiste en raison de conflits d'intérêts et d'interprétation du marxisme. Cela signifiait la rivalité entre les deux nations pour la suprématie mondiale du communisme. Khrouchtchev a également dû gérer diverses guerres par procuration, clé de la guerre froide, qui étaient des conflits indirects avec les États-Unis, sur des territoires étrangers pour étendre leur influence. L'un des plus représentatifs de ce cas a été la guerre du Vietnam, qui a signifié l'un des pires revers des États-Unis et l'expansion du communisme dans la région. Probablement, le moment le plus proche de l'explosion d'une guerre entre les deux superpuissances a été pendant la crise des missiles de Cuba, qui a eu lieu après la découverte de missiles nucléaires sur le territoire cubain par les États-Unis. Heureusement, cette crise a pu être résolue par la voie diplomatique et les deux pays se sont engagés à retirer les missiles de leurs pays alliés, en plus de la création du téléphone rouge pour une communication directe entre Washington et Moscou. À la course idéologique, politique, militaire, économique et même sportive s'ajoute la course spatiale. L'URSS prend de l'avance avec l'envoi du premier être humain dans l'espace, Youri Gagarin. Malgré ces avancées, les réformes de Khrouchtchev en agriculture et en administration ont été improductives, ce qui l'a forcé à démissionner en 1964. La figure suivante à la tête de l'URSS serait Léonid Brejnev, avec lequel a commencé une période connue sous le nom de stagnation brejnevienne, au cours de laquelle il y a eu un ralentissement socio-économique notable de l'URSS, qui était de plus en plus relégué face à la prospérité des pays capitalistes et à la croissance continue de l'influence américaine. Bien que le niveau de répression et de censure ait généralement diminué depuis la mort de Staline, l'URSS continue de chercher à maintenir son influence par la force, comme lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie, qui a cherché des réformes libérales pendant le printemps de Prague. Face à un tel ralentissement, Brejnev a entamé une période de détente avec l'Occident, c'est-à-dire une réduction des tensions avec les États-Unis par le biais d'accords diplomatiques. Il sera également rappelé pour avoir approuvé la 4e et dernière constitution de l'URSS. À la mort de Brejnev en 1982, la stagnation a continué sous les gouvernements successifs de Yuri Andropov et de Konstantin Tchernenko. Alors que nous approchons du crépuscule de l'URSS, un nouveau leader arrive au pouvoir, Mikhaïl Gorbatchev. Nous sommes dans les années 80, lorsque l'effondrement des structures économiques et politiques de l'URSS devenait de plus en plus évident. Pour cette raison, Gorbatchev a appliqué deux réformes mémorables dans les domaines politiques et économiques. Avec la perestroïka, l'économie soviétique a subi une réforme qui a encouragé la libéralisation des prix. Oui, échappant quelque peu à l'essence socialiste. Avec la glasnost, on a cherché à libéraliser le système politique, ainsi qu'à améliorer la liberté d'expression. Avec tout cela, le stalinisme commençait à être fortement remis en question dans tout le pays, car la différence de développement entre les pays de l'Est et de l'Ouest du rideau de fer était extrêmement notable. Au malheur de l'URSS s'ajoutent des événements à la fois internes et externes qui continuent à la faire sombrer. Internes comme l'incident de Tchernobyl, considéré comme l'accident nucléaire le plus grave de l'histoire et qui a causé une grande partie de l'économie soviétique à être consacrée à contrer les effets catastrophiques de cette catastrophe. Externes comme la chute du mur de Berlin, qui a signifié la réunification allemande
et la disparition du rideau de fer. La guerre froide se terminait avec le bloc capitaliste dirigé par les États-Unis comme le clair vainqueur. Face à l'instabilité politique, certaines républiques commencent à organiser des référendums pour leur indépendance. Selon l'article 72 de la Constitution soviétique, les premières à vouloir partir sont les républiques baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie. En réaction, Gorbatchev convoque un référendum pour la préservation de l'Union soviétique, qui a abouti à une majorité optant pour sa conservation sur toutes les républiques d'Asie centrale. Cependant, face à un traité secret dans lequel il remplacerait l'URSS par une union d'États souverains, une tentative de coup d'État surgit en 1991. Ce coup, organisé par la ligne dure du Parti communiste, se produit alors que Gorbatchev était en vacances. Malgré l'avoir destitué pendant un court moment, le président du Soviet de Russie de l'époque, Boris Eltsine, réussit à calmer les esprits de la population lors de son discours mémorable, avec lequel il parvient à déjouer le coup d'État. Et bien sûr, au passage, il relègue Gorbatchev dans son image de leader. Beaucoup considèrent que cet événement a été le coup de grâce de l'Union soviétique, car sans aucune faction pour veiller à son intégrité, les différentes républiques continuent de déclarer leur indépendance. Pour leur part, en décembre 1991, les présidents des républiques de Russie, c'est-à-dire Yeltsin, d'Ukraine et de Biélorussie, signent le traité de Belavezha, qui dissout officiellement l'URSS en faveur de la communauté des États indépendants, à laquelle certaines des anciennes républiques soviétiques déjà indépendantes ont rejoint. Avec cela, Gorbatchev présente sa démission, tandis que Yeltsin reste président de la Fédération russe successeur. Le 25 décembre 1991, le drapeau soviétique est abaissé du Kremlin, le drapeau impérial russe étant hissé le lendemain. Et avec cela disparaît la dernière trace de cette superpuissance pionnière dans la mise en œuvre du projet communiste. Et toi, qu'en penses-tu ? Penses-tu que d'une manière ou d'une autre, la mémorable Union soviétique a laissé un héritage positif pour l'humanité ? N'oubliez pas de laisser votre commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-moi avec un like et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux et si vous êtes intéressé à soutenir ce projet, toute donation sur Patreon sera la bienvenue. À la prochaine! Merci.